Bonjour, je suis à la page 3 du chapitre 3 de mes notes de cours. Je vais vous demander de regarder ça un petit peu avec moi pour donner quelques informations supplémentaires. Donc, il peut sembler y avoir beaucoup de situations à faire, quoi qu'ils sont pour la plupart là, très courtes à résoudre. Remarque, j'aimerais ça que dans la colonne qui m'était réservée, là, les cases à cocher, je vous rappelle qu'il y a une colonne pour vous, une colonne pour moi, que vous ajoutiez une coche dans le 191, parce que j'ai solutionné ce problème-là, et une coche dans le 1913 là, que j'ai solutionné. Je prends quelques instants pour préciser que c'est important de regarder les problèmes que j'ai faits, parce que il n'est jamais arrivé que je fasse une question d'examen. Je vais vous dire comment je fais mes questions d'examen, dans le fond. Quand je fais une question d'examen, j'ouvre le livre de Séguin. Je résous un problème de Séguin pour être sûr que je le comprends, qui est au niveau de mes étudiants, etc. Puis après ça, je m'en vais dans mon examen puis je fais un problème similaire. Je modifie soit les chiffres, soit légèrement la question, mais j'ai toujours une inspiration, une question de Séguin. Donc, quand ils sont cochés de mon côté, ça veut dire que j'ai déjà solutionné ces problèmes-là. Ça se peut que je m'en sois inspiré ou que je m'en inspire de nouveau pour faire une question à l'examen. Puis, dépendant des années et des étudiants avec qui je travaille, je prends l'exemple du 1912 ici, il est coché de mon côté, puis de votre côté, il n'y a même pas de case à cocher. Ça veut dire que les enseignants de physique ne le recommandent pas de façon générale. Il n'est pas dans la liste des problèmes à faire. Sauf que moi, je l'ai solutionné, peut-être parce que j'ai voulu le mettre à l'examen, peut-être parce que je l'ai travaillé avec un étudiant, mais il reste que je pourrais m'en servir pour m'inspirer. Okay? Donc, je vous recommande fortement, quand vous choisissez quel problème faire, de faire ceux en premier, ceux que j'ai cochés de mon côté. Après ça, quand vous allez en faire plus, continuez de faire avancer vos connaissances, vous pourriez utiliser les autres problèmes suggérés. Bon, avant de commencer les solutions, on va aller voir qu'est-ce qui est dit qu'est-ce qui est contenu dans le résumé. Ce qui est important aussi dans ce cas-ci, c'est que c'est la cinématique vectorielle, donc les étudiants ne sont pas tous au même niveau au niveau de l'algèbre vectorielle. Donc, on va aller voir ça un petit peu. Je suis dans mes résumés, dans le document de mes résumés, donc on retrouve le résumé du chapitre 3 puis les formules autorisées du chapitre 3 là, à la page 13 des résumés. Dans Séguin, vous pouvez ouvrir votre livre de Séguin à la page 97 là, pour comparer l'aperçu puis les formules de Séguin avec les miennes. Vous allez voir immédiatement que je débute mon résumé avec des notions de vecteurs de façon générale, ce que Séguin ne fait pas. Mais ce qu'on a besoin souvent là, lorsqu'on a des problèmes vectoriels, puis on va en avoir besoin souvent dans les autres chapitres, surtout quand on va tomber dans la dynamique, les forces, à partir du chapitre 6 et les suivants, on va avoir beaucoup besoin de ces notions d'algèbre vectorielle-là. Évidemment, il faudrait toujours se rappeler qu'on peut les retrouver dans le chapitre 3. C'est pas toujours évident, mais on peut du moins se rappeler qu'il y a carrément un annexe de mes notes de cours puis de Séguin là, qui porte sur les vecteurs. Ce que vous retrouvez ici, vous allez le retrouver également dans l'annexe. Je vous le montre immédiatement. Donc, toujours dans le document résumé des notes de cours là, que vous êtes allé chercher au secrétariat pédagogique ou que je vous ai passé en classe. Si vous allez à la page 133, vous allez être sur l'annexe M, les outils mathématiques, les vecteurs. Séguin fait un peu la même chose là, dans ses annexes à la page 559 à 563. Donc, prenez le temps de couvrir au moins mes 2 pages de résumé pour voir si vous êtes à l'aise avec ces notions-là, si vous avez une problématique, si les vecteurs, c'est pas clair pour vous. Il faudrait voir l'enseignant, là, me poser des questions à ce sujet-là. On fait premièrement la différence entre les données qui sont de type scalaire puis les données qui sont de type vecteur, qui se représentent par un vecteur. On en avait utilisé depuis le début de l'année, la vitesse sur l'axe des X. Donc, c'était assez simple parce qu'on était en une dimension, c'était vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, en termes de Vx, on peut avoir une valeur positive ou négative. En termes de module, c'était toujours positif. On ne se préoccupait pas de l'angle parce qu'on était soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Vous êtes supposé d'avoir des notions de base sur les vecteurs, entre autres pour les additionner. Donc, on peut prendre 2 vecteurs, les additionner, puis ça donne un 3e vecteur.
En une dimension, ben, 3 vers l'avant plus 1 vers l'avant, ça me donne un 4 vers l'avant. Un 3 vers l'avant puis un 1 vers l'arrière me donne un 2 vers l'avant. Mais on peut le faire aussi en 2 dimensions. Vous êtes supposé d'avoir vu soit la méthode des triangles pour trouver le vecteur résultant, le vecteur qui donne la somme des 2 vecteurs. Donc, ce troisième vecteur-là peut remplacer les deux. Il correspond à la somme des 2 premiers. On peut le faire avec la méthode des losanges. On arrive quand même au même vecteur là, quand on le fait avec la méthode des losanges. On peut le faire quand on a des 90 degrés. On va utiliser ça avec les forces quand on va essayer de remplacer notre vecteur qui nous donne, qui est dirigé vers le bas et qui nous complique la vie. Le remplacer par 2 vecteurs équivalents, on va choisir justement de le remplacer par un vecteur à angle comme ça, puis un vecteur à angle comme ça. Donc, le 90 degrés est très pratique. Et ce vecteur-là, qui est ici par vers le bas, où les 2 autres vecteurs sont équivalents. Donc, je peux remplacer un problème où il y a un vecteur tannant par 2 vecteurs moins tannants. Évidemment, le cas le plus intéressant, toujours dans le 90 degrés, mais c'est quand on est un vecteur, puis qu'on le remplace par un vecteur qui est sur l'axe des X, puis un vecteur qui est sur l'axe des Y. Okay. Donc, ça, c'est la décomposition des vecteurs qu'on va voir justement à l'autre page. On peut multiplier aussi des vecteurs par un scalaire, donc dire 2 fois le vecteur 2. Mais si le vecteur vaut 1, maintenant il vaut 2. Puis on peut même multiplier un vecteur par un chiffre négatif, dire moins 3 fois ce vecteur-là. On est rendu avec un vecteur 3 fois plus long, mais qui a changé de sens. À la page suivante de mon résumé, on revient sur la décomposition de vecteurs. Ça, vous allez absolument en avoir besoin en physique, pour les 3 cours de physique, ou en tout cas pour les cours de physique que vous allez suivre. Donc, on peut remplacer un vecteur ou décomposer un vecteur en fonction de ses composantes selon X, selon Y. Donc, une projection sur l'axe des Y, quelle est la longueur de cette projection-là? Une projection sur l'axe des X, quelle est la longueur de cette projection-là? Un vecteur, ça prend toujours 2 choses pour bien le définir. Quelle est sa longueur, puis quel est son angle. Mais je viens de dire que ça prend 2 choses. Au lieu de connaître sa longueur puis son angle, je pourrais connaître ces 2 projections, ces 2 composantes sur les 2 axes. Donc, si je connais ces 2 nombres-là, je connais le vecteur, je suis capable de dire que ça correspond à ce vecteur-là. Okay. Bon, ce qui est nouveau au cégep, surtout dans les cours préuniversitaires, et parce que les universitaires aiment bien travailler avec les vecteurs I et J, donc des vecteurs qui correspondent à l'axe des Y et l'axe des X, le J sur l'axe des Y, le I sur l'axe des X. Donc, le vecteur qu'on parlait toujours, notre vecteur A qui était ici, on peut le considérer comme la somme de 2 vecteurs, un vecteur qui est sur l'axe des Y, mais c'est AY fois J. Donc, c'est un exemple à dire 4 fois J. Donc, j'ai un vecteur de 4 de long qui est dirigé selon l'axe Y ou J. Et j'ai un vecteur de AXI, exemple ici 3i, donc j'ai un vecteur qui est sur l'axe des X puis qui vaut 3. Et ces 2 vecteurs-là additionnés sont équivalents au 3e vecteur. Donc c'est important d'être à l'aise avec ces choses-là. Évidemment, je ne demande pas de savoir les formules par cœur pour passer d'un système à l'autre. Quand je dis d'un système à l'autre, c'est que soit qu'on va préférer justement travailler avec les 2 composantes, dire que notre vecteur total, c'est une composante en X fois I plus une composante en Y fois J, ou encore notre vecteur, dire que il y a une longueur de temps et un angle de temps. Donc, forme cartésienne, forme polaire d'un vecteur. Et finalement, si vous avez compris le principe, ici, j'ai plein de vecteurs dans différents quadrants. Le quadrant n'a pas d'importance. C'est vraiment juste la direction du vecteur qui est importante. Donc, chacun de ces vecteurs-là est listé dans le tableau ici en termes de composantes selon X, composantes selon Y, ou encore en termes de modules et d'angles. Fait que révisez rapidement cet ensemble de vecteurs-là, voir si vous êtes d'accord avec les chiffres qui apparaissent. Et comme je vous dis, on peut choisir d'exprimer notre vecteur, puis sa direction et sa longueur sont totalement exprimés par ces 2 chiffres-là, ou encore par ces 2 chiffres-là. Il faut être capable de passer de l'un à l'autre. Donc, au besoin, il va falloir revenir en cours d'année sur l'annexe M. Toujours dans le document des résumés, je suis de retour à la page 13 et je vous montre qu'au moins dans le chapitre 3, j'avais commencé à rappeler les mêmes choses parce que c'est la première fois qu'on va faire de l'algèbre vectorielle. Donc, on a un rappel à cet endroit-là de ce qu'on avait. On pourrait même travailler en 3 dimensions. Je passe rapidement là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on va faire des problèmes en 3 dimensions. Je continue dans mon résumé. Vous pouvez regarder l'aperçu de Séguin, faire des comparaisons, mais le vecteur position, on peut l'appeler le vecteur, on va l'appeler le vecteur R.
Et comme on a vu, sous forme cartésienne. Puis je vais faire juste le 2 dimensions. On pourrait toujours ajouter une 3e dimension là, sur l'axe des Z. On va souvent se contenter à faire du 2 dimensions. Donc, si je connais la position x fois y plus la position y fois j, ça me donne la position d'un vecteur qui va pointer sur le point en 2 dimensions que je veux pointer. Okay. Ça, c'est la façon générale. Évidemment, je peux avoir un point initial. Donc, la façon d'exprimer ce point initial-là sous forme d'un vecteur, c'est cette-ci. Donc, ça revient à dire qu'il y a un vecteur qui part de l'origine puis qui s'en va à mon point dans le plan 2D. Okay. Donc, ce vecteur-là est défini par cette chose-là. Ça peut être un point final dans un plan 2D. Donc, il va être défini sous forme vectorielle de cette façon-là. Évidemment, je peux faire un déplacement entre 2 points. Donc, quand on était juste en une dimension, on disait x final moins x initial. Ben là, en termes de 2 dimensions, on va parler de delta R. Hein, j'avais R initial, R final. Delta R, ça va être R final moins R initial. Donc, celle-ci, je peux l'utiliser également. Et ça revient à faire du delta x, delta y. Donc, on peut diviser notre problème en 2 parties. Dire, je vais faire juste les variations selon x, juste les variations selon y. Ça revient un peu au même. Séguin et d'autres profs de physique vont préférer parler de S au lieu de delta R. Personnellement, je vais travailler avec delta R. Je vais quand même accepter S dans les solutions présentées par des étudiants, mais personnellement, je ne l'utilise pas. J'utilise exclusivement delta R. À la page suivante du résumé, à la page 14, on continue avec la définition de la vitesse moyenne vectorielle. Donc, quand on est à une dimension, la vitesse moyenne, c'est la vitesse moyenne selon x, c'est delta x sur delta t, mais là, la vitesse moyenne vectorielle, c'est notre delta r sur delta t. Donc, ça, c'est gain-là dans son aperçu. En plus, moi, j'ajoute qu'on peut le décomposer en 2 problèmes. Faire un delta x sur delta t qui est ma composante selon i, puis faire un delta y sur delta t qui va être ma composante selon j. Fait que vous allez voir, Séguin n'offre pas cette formule-là, moi, elle est disponible, puis un étudiant peut travailler directement avec elle. Combinaison des vitesses relatives, on oublie ça. Séguin et moi, on a la vitesse instantanée vectorielle, quoique jusqu'à preuve du contraire, on ne l'utilise pas pour résoudre des problèmes. Fait que pour ça, je ne l'ai pas mis en jaune. Séguin parle après ça de la variation de vitesse. Non, moi j'en parle, mais Séguin ne la met pas clairement. Donc la variation de vitesse vectorielle, c'est la vitesse finale vectorielle moins la vitesse initiale vectorielle. Là, Séguin en parle comme moi, c'est l'accélération moyenne vectorielle. Donc, comparé avec l'aperçu de Séguin. Et j'offre toujours une version supplémentaire à Séguin, dire je peux décomposer mon problème en 2 parties, dire je vais le faire non vectoriel selon x, puis ça c'est ma composante qui va correspondre à l'axe des i, et je vais faire mon problème non vectoriel en y, puis ça va être ma composante. Fait qu'on peut toujours décomposer notre problème pour pas avoir à le traiter de façon vectorielle. La suite du résumé, c'est pour la prochaine section de Séguin, fait que je m'arrête ici.